Bonjour et merci de nous recevoir chez vous encore en ce jour. Le rendez-vous hebdomadaire, rencontre, échange. Nouveau numéro, notre pays le Togo a un rendez-vous crucial le 22 février prochain. C'est la date du premier tour de la présidentielle de cette année, une présidentielle de tous les enjeux, de tous les défis. Et ça fait maintenant 3 jours que la campagne électorale a proprement dit a commencé. Et les acteurs politiques sont sur le terrain à la conquête de l'électorat, opération de charme de 7 candidats donc en lice pour ce scrutin présidentiel de cette année 2020. Et pour en parler aujourd'hui, je reçois pour vous professeur Charles Kondi Agba. Il est donc le délégué national du mouvement des sages de l'UNIR, parti présidentiel, qui est donc bien parti dans cette élection. Monsieur le professeur, merci de cette invitation. Monsieur Wilson, c'est toujours un plaisir de venir chez vous. C'est cela. L'accueil est fraternel, les échanges sont courtois. Oui. Je vous assure que chaque fois que vous m'appelez, je me fais un plaisir de venir. C'est cela. Alors, vous êtes là au nom de votre parti, de votre famille politique. Tout à fait. UNIR. Comme ça se passe chez nous, dans la tradition africaine, on commence par s'enquérir de l'état de santé de votre formation politique. Comment se porte UNIR dans cette mouvance électorale? Ma foi, je peux dire que nous nous portons bien. Oui. C'est bien parce que nous nous portons bien que nous avons jugé bon de présenter un candidat et de demander au président Gnassingbé Faure, le président en exercice actuellement, de défendre à nouveau les couleurs de notre parti. Oui, nous nous portons bien dans notre parti. C'est cela. Comme l'a dit quelqu'un, c'est votre champion, n'est-ce pas? Oui, nous disons ça comme ça. Ailleurs, on peut dire c'est le meilleur de nous tous. Nous regardons nos militants de UNIR et nous disons, nous choisissons celui-là, c'est le meilleur de nous tous, c'est lui qui peut gagner, c'est lui qui peut faire avancer nos couleurs. C'est ça, pour défendre les couleurs de l'UNIR pour la 4e fois consécutive, hein? Bon, non, je peux vous dire que par exemple, pour la première fois, c'était du parti RPT. Je peux vous amener là-bas. En 2005, il défendait les partis du maïs. Le parti UNIR est né seulement en 2012, donc ça ne peut pas être pour la 4e fois. D'autre part, nous venons au mois de mai dernier de changer fondamentalement notre loi fondamentale. Vous savez que, bien entendu, après les élections que l'opposition avait malheureusement boycottées en octobre 2002, nous avions une constitution qui disait on peut se présenter autant de fois qu'on veut à la présidence. Et les élections présidentielles avaient lieu à un seul tour. Eh bien, l'Assemblée nationale a modifié fondamentalement cela. Et désormais, tout le monde sait que quand vous allez aux élections, c'est pour 2 mandats de 5 ans chacun, au maximum, et il y a 2 tours éventuellement. Vous voyez qu'à partir de là, nous comptons au parti UNIR que tous les candidats qui se présentent, les 7 candidats, ils vont en fait à un premier mandat. Celui qui va gagner fait un premier mandat. Oui, il y avait il y avait ce débat à la question de la rétroactivité de la loi qui avait divisé les Togolais. Tout à fait. Oui. Bon, on a oublié tout ça, mais je vous dis que... Donc, c'est sûr que le compteur est mis maintenant à 0. À 0, et celui qui va gagner fait un premier mandat de 5 ans. C'est ça. Oui. Oui, mais on aurait pensé que, bon, en bonne galanterie politique, oui, il aurait peut-être, n'est-ce pas, se désister pour... au profit d'un autre... Ce n'est pas comme ça que ça se fait en politique. Quand vous créez un parti politique, quand vous avez pris vos dispositions pour créer un parti et le faire vivre, c'est pour conquérir le pouvoir et le garder. Il faut conquérir le pouvoir et le conserver. Tant que le peuple qui élit, tant que le peuple qui a la souveraineté dit non, c'est vous qui nous voulons conduire, nous, mais vous continuez. Je vous cite un exemple terre à terre. Oui. Moi, j'ai été ministre de la Santé dans ce pays. Une première fois, de 1989 à 2002. Ensuite, on m'a bougé. J'ai été à l'éducation nationale, à l'enseignement supérieur. On m'a ramené à la santé. Donc, j'ai fait un deuxième. Et puis, je suis parti, je m'occupais de gouvernance, ça s'appelle le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. En juin 2011, on m'a ramené à la santé. J'ai fait 3 passages à la santé. Alors, je me rappelle qu'un de vos collègues sur une chaîne me demandait, mais la 3e fois, est-ce que tu ne pouvais pas refuser pour proposer quelque chose? C'est pas comme ça que ça se fait. Voilà. Tant que celui qui nomme au gouvernement dit, c'est toi qui fais l'affaire, viens t'occuper de la santé, pour moi, vous y allez. Eh bien, ici aussi, le nombre de fois que le peuple souverain vous appellera pour être président, vous y allez. Ce n'est pas comme ça. L'adversaire qui veut le pouvoir s'organise lui aussi. Il n'a qu'à se battre, il n'a qu'à aller convaincre les populations. Et le jour où les populations disent « Ah,
Celui-là, non, on n'en a plus besoin, on en a assez. Toi, on te prend. C'est comme ça qu'on fait en politique. Il n'y a pas de courtoisie. Bon, moi, j'ai fait un mandat et demi, viens prendre la place. Je vous renvoie à la Gambie. Actuellement, il y a un gros problème là-bas, vous savez. C'est ça. En Gambie, quand le président Amadou est arrivé, il a dit qu'il devait faire 3 ans seulement. Sur un mandat de 5 ans, il avait choisi de ne faire que 3. Or, on sait qu'il va finir d'abord le mandat de 5 et il est probable même qu'il aille à un deuxième mandat. Conséquence, je suis sénégalais, vous le savez, il y a d'abord un mouvement qui s'est créé qui s'appelle 3 years Jotna. Oui. Ça veut dire 3 ans c'est arrivé. C'est ce qu'il avait on promis, lui rappelle ce qu'il avait dit. Non, en politique. Alors, c'est dit qu'en principe, ça dit qu'il y a quelque chose là-bas, n'est-ce pas, de juteux. C'est pourquoi. Non, je ne peux pas dire ça. Oui. Non, ce n'est pas juteux, je vous assure. Oui. Si on vous donnait seulement la charte de président pour 1 ou 2 jours, vous alliez fuir. C'est très compliqué de gouverner un pays. Ils sont fatigués. Des raisons de plus qu'il faut se reposer. Il faut que quelqu'un le fasse. De nous tous, des 7 millions de Togolais, il faut qu'un seul sacrifie pour être président. Absolument. Oui. Absolument. C'est évident. Voilà. Mais comme ça fatigue la charge. Comme non, c'est pourquoi je vous... Non, c'est quand vous avez dit que c'est juteux, c'est succulent, je dis non. Bon, la charge de président. Mais prenez seulement la charge de chef canton. Le chef canton, il y a les honneurs, c'est vrai, mais on considère que le chef canton, c'est comme une poubelle. Tout le monde vient jeter ses problèmes, ses injures sur toi. Non. Être président n'est pas une sinécure, je ne le crois pas. Bien, merci. Rencontre échange, le professeur Charles Kondi Agba est mon invité. C'est avec lui que nous allons parler de cette campagne électorale qui vient de commencer, mais aussi, n'est-ce pas, de bilan qu'on peut faire. Oui, tout à fait. De l'action du votre émission ne suffirait pas pour qu'on fasse ce bilan-là. Il y a des choses à dire. Allez-y, je vous écoute, M. Wilson. Alors, donc, après 3 mandats successifs, n'est-ce pas, quel bilan peut-on en faire de l'action? Écoutez, si vous vous adressez à un militant d'Uni comme moi, je vous dirais que le bilan est élogieux. Positif. Non, bien entendu. Non seulement positif, mais élogieux. Encore que l'adversaire dirait non, qu'il n'y a rien de fait. Écoutez, c'est de bonne guerre. C'est normal. Moi, j'étais étudiant. Je suis à Dakar, je rentre chez moi à Lomé, puis j'avais un pincement au cœur. Quand vous avez survolé Dakar, c'est illuminé, c'est une ville brillante. Pas autant que Paris, la ville lumière, non. Vous arrivez sur Abidjan, c'est illuminé, c'est brillant. Et que vous arrivez sur Lomé, vous avez un pincement de cœur parce que Lomé était noir, sombre. Fort heureusement, avec le président Faure, désormais, quand vous arrivez la nuit par avion, mais vous êtes content d'arriver au Togo. Lomé est devenu une ville brillante. Ce n'est qu'un petit exemple. Toujours dans le domaine de l'énergie, nous avons eu des problèmes ici. Bon, nous autres qui sommes dans le mouvement des sages à unis, nous avons cet avantage que, par la grâce de Dieu, nous avons beaucoup vécu et nous avons beaucoup vu. Moi, j'ai connu Lomé avec Unelco, la très vieille compagnie qui produisait l'électricité. Et puis après, ça a varié. Nous sommes passés par Togo Électricité, maintenant nous sommes revenus à CET. Beaucoup de travail a été fait. Et nous sommes dans le progrès. Désormais, l'énergie au Togo, de plus en plus, nous allons aller vers l'énergie propre. Mais c'est grâce au président Faure que nous avons ça. Récemment, à Blita, il a inauguré une grosse centrale photovoltaïque, c'est comme ça qu'on appelle ça, de plus de 50 mégawatts. C'est beaucoup ça. Ça va illuminer toute une région. Je parle de l'énergie, mais je vais parler de la femme togolaise, ce qui a été fait pour la femme togolaise. Si je commence par le tout dernier résultat, ce grand marché de Lomé que nous aimons tant, ce grand marché qui a fait connaître la femme togolaise, ce grand marché qui a célébré la Nana Benz, il avait brûlé. Malheureusement, oui. Il avait brûlé et ça avait mis toutes nos femmes dans la désolation. Eh bien, très récemment, le président a envoyé la présidente de l'Assemblée nationale. Chez nous, la présidente de l'Assemblée nationale est une dame, c'est pas courant. Eh bien, c'est elle qui a posé la première pierre. On va remettre au goût du jour cet instrument pour que les femmes recommencent leur montée. Oui, bon, comme je vous disais, dans chacun des secteurs de la vie du pays, on peut vous citer ce qui était avant, ce que le président a fait. Si vous prenez la finance inclusive, nos femmes, jusque dans, je vous parle du bled, dans le village de Kabou, là-bas, moi je suis de Kabou, où la femme togolaise, elle a un dur labeur. Elle est au champ avec le mari, bien sûr. Il faut qu'elle cherche le manioc, le peler, l'écraser, le presser pour faire le gari. Désormais, avec la finance inclusive, on lui donne une petite avance. 30 000 francs. Ce n'est rien, mais au village, c'est une fortune.
Avec ça, elle peut imaginer quelque chose, elle fait travailler ses ménages grises, elle rembourse, elle progresse. Et je ne parle pas des jeunes. Dans le milieu de l'agriculture, nous allons changer totalement notre agriculture. Désormais, en amont là-bas, en aval, je veux dire, il y a des transformateurs du jus d'ananas, de l'ananas séché, bio, pour les pays européens là-bas. Mais en amont, nous allons pouvoir augmenter les surfaces de culture. Beaucoup de choses ont été faites pour la femme, pour les jeunes, pour l'école, pour la santé. Et qui rentre dans le cadre du mandat social le président. En réalité, quand vous y réfléchissez, M. Wilson, quand vous gouvernez, tout est social. Si vous faites une route, c'est social. Si vous développez le réseau électrique ou téléphonique, c'est social. Tout est social en réalité. Tout concourt à améliorer la vie du Togolais. Tout concourt à faire que les Togolais se sentent de mieux en mieux. Voilà ce que le président Faure fait avec le Parti uni. Seulement que ce n'est pas encore très visible dans la réalité du quotidien du Togolais lambda. Bon, écoutez, on me dit ça, que le PND, c'est vrai, ça a été bien écrit et tout ça, mais qu'est-ce que ça fait pour le panier de la ménagère? Dès l'instant que vous avez pu créer un certain nombre d'emplois, chacun de nous, c'est chez nous, en Afrique ici et au Togo, quand il y en a un qui a un emploi, il a 20 personnes derrière qui soutiennent. C'est ça. Mais c'est ça. C'est ça que ça fait. Oui, la question du SMIC, la question du revenu. Je ne vais pas tomber dans ce piège-là. Nous avons déjà vu le début de certaines campagnes. Et nous avons entendu les gens dire le SMIC va être augmenté, les retraites vont être augmentées. Non, c'est de la démagogie. Non, à UNI, nous ne faisons pas ce genre de promesses-là. Donc, allons d'abord à la compétition. Souhaitons qu'elle soit loyale, égale pour tous, qu'elle se passe. Et puis après, on verra sur ce qu'on avait déjà construit. Avec bien sûr un projet de société à soumettre, n'est-ce pas? Toujours, bien sûr. Nous avons, comme vous l'avez dit vous-même, ça fait 15 ans que le président Faure a commencé à diriger ce pays. On a vu ce qu'il a fait. Et bien sur chacune des réalisations, nous allons augmenter. Voilà ce que je peux vous dire. Tout à fait. Alors, reste à savoir, la question des conditions d'organisation de l'élection, ça aussi, ça se pose. Il y a la question de la Cour constitutionnelle, il y a la CENI, il y a le fichier électoral. Je ne vois pas de problème. Posez-moi des questions précises, je vous répondrai. D'accord. Alors, là où je vais être précis, ce sont ces sages de la Cour constitutionnelle qui ne sont pas encore au nombre, et ce qui a contraint la loi fondamentale dont vous avez fait cas tout à l'heure. Non, écoutez. Oui. Monsieur, nous avions une Cour constitutionnelle. L'opposition a demandé urbi et orbi qu'on la modifie. La CEDEAO a suivi. On nous a dit qu'il faut recomposer la Cour constitutionnelle. Mais tous savaient, en ayant lu la loi fondamentale, que 2 membres devaient venir du Sénat. Tout le monde savait que le Sénat n'existait pas encore. D'accord. Donc tout le monde savait que... Il y avait une disposition justement à l'Assemblée qui tue à l'Assemblée nationale de pouvoir. Même ça, nous l'avons supprimé. Donc c'est pour vous dire que tout le monde savait, au moment où la décision est prise de recomposer la Cour constitutionnelle, qu'elle ne pouvait pas avoir 9 membres parce que 2 manqueraient. Tout le monde savait ça. Ceci ne gêne pas du tout. Cette Cour constitutionnelle à 7 membres peut travailler parce que même si elle avait été à 9, le quorum est de 5. 9 divisé par 2, on dit que c'est 5 pour calculer le quorum. Ils sont 7. Le quorum est largement dépassé. Ils sont absolument valides pour travailler. Voilà une réponse précise, M. Wilson. C'est ça. Et la CENI, on parle de sa composition aussi. Pourquoi le ferait-on? La CENI que nous avons actuellement, moi partout où je passe, je dis que c'est l'une des meilleures d'Afrique. Pourquoi? Parce qu'elle est paritaire. Elle est paritaire. L'opposition a beau avoir seulement 10 ou 20% de l'Assemblée nationale, elle va avoir le même nombre que le parti majoritaire qui a 80% de l'Assemblée. Voilà le principe de départ. La CENI est paritaire. Ils sont au nombre de 17 au total. 5 viendront de la majorité parlementaire. Dites que c'est le parti uni. 5 viendront de la minorité parlementaire, l'opposition. Eux aussi donnent 5. On ajoute dessus 3 membres issus de la société civile. On ajoute dessus 3 membres issus des partis non parlementaires. Parce que certains partis n'ont pas de députés. Et c'est sur ces 16 qu'on ajoute un 17e qui est l'administration. L'administration qui donne l'argent. L'administration qui apporte l'argent. Une CENI comme ça, vous pouvez difficilement trouver mieux. Elle est paritaire.
l'opposition, même si elle est ultra minoritaire, aura dans la CENI le même nombre de membres que le parti majoritaire. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est ce que nous avons. Alors actuellement, on nous dit non, et il faut rechanger, parce que quand on a fait les élections cantonales, certains partis qui ne sont pas à l'Assemblée ont montré qu'ils étaient représentatifs. Oui, mais nous sortons le texte. Le code électoral que nous avons adopté de façon consensuelle a dit la CENI est composée selon la position à l'Assemblée nationale, pas dans les municipales. Alors voyez-vous, nous sommes légaux dans tout ce que nous faisons. Oui, alors, autre préoccupation, Oui. c'est le rejet par le gouvernement de la commission justice et paix de l'Église catholique qui a demandé Écoutez, jusqu'à présent, cette commission avait été agréée et pouvait faire l'observation des élections. Mais cette année, le ministre de l'administration territoriale qui délivre les autorisations a estimé qu'il y avait un manquement et que cette année, elle n'aurait pas l'agrément pour pouvoir... Bon, vous savez, le ministre de l'administration territoriale, le valeureux Payadoua Boupessi, c'est un camarade du parti. C'est lui qui prend cette décision au nom du gouvernement que nous soutenons. Donc, je n'ai pas de commentaire à faire. Je n'ai pas contesté. Non. Oui, mais il n'y a pas à constater, mais il y a peut-être à analyser, à apprécier, parce que il a donné un certain nombre, il a donné un certain nombre d'arguments que nous endossons. Que nous endossons au parti, il a estimé que les conditions n'étaient pas réunies pour que cette année, on lui donne cet agrément. Moi, je suis. Oui. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas aussi d'observation des Nations Unies pour cette élection? Bon, écoutez, quand nous faisons des élections, les gens demandent à être observateurs. Et on accorde des agréments, oui ou non. Tous ceux qui vont demander et qui vont correspondre à notre façon de faire, de voir dans notre pays, mais ils auront l'agrément. Ils auront l'agrément. Nous ne sommes plus dans l'époque vieille maintenant, mais que j'ai connue aussi, où par exemple pour faire des élections, le Togo pouvait aller aux Nations Unies pour dire donnez-nous un peu d'argent pour faire les élections. Celui qui vous donne l'argent pour faire les élections doit bien sûr venir voir comment cet argent est. Bon, à partir du moment où vous avez progressé, que désormais, comme on le fait dans tous les États dignes de ce nom, vous prenez vous-même à charge vos élections, les Nations Unies ne sont pas obligées de venir vous... Encore que les Nations Unies sont venues nous voir. Moi, j'ai déjà assisté à une réunion où, en avant des élections, les Nations Unies sont venues voir si tout se passait bien. Récemment, j'ai vu le PNUD. Quand vous dites PNUD, c'est les Nations Unies. Oui. Ils sont partis à la Hague pour voir si les conditions de communication sont égales pour tous les candidats. La Hague a expliqué, et je pense que ma foi, les 5, comme on les appelle, les ambassadeurs des grands pays qui sont ici, plus le PNUD, ont trouvé matière à satisfaction. Très bien. Rencontre-échange, nouveau numéro. Nous parlons de la présidentielle dont le premier tour aura lieu le 22 février prochain. Voici 3 jours que la campagne électorale a commencé. Monsieur le ministre, on a fait un tour d'horizon dans la rue de Lomé. Oui. Un micro-trottoir comme on est dans notre jargon. Oui. Je vais vous proposer cet élément de Moi, je veux bien. Nous allons notre rédaction ensemble. Et vous aurez vos réactions. Si la régie est prête, très bien. Elle nous envoie l'élément. C'est parti pour 15 jours de campagne électorale au Togo. Les 7 candidats en course sont désormais sur le terrain pour soit séduire ou convaincre l'électorat. Le premier jour de campagne électorale est certes sans grande influence, mais les populations sont déjà dans le bain et émettent le vœu d'une réelle élection au Togo. Que le meilleur gagne. Mi so gbonto ame ko wedu di kwa ngba be kofi du awe ko do du dia a onu ele takataka le va mieux de moi na ne comme na wedu di kwa on te ne comme là que tout se passe bien, que les élections se passent bien. Ya bien moi pas man veve le ko ayi do to nyu to noa ne ba yi nene ino na te po zirudu be na ma wu ne venianu alebe tukara de ko ni gba jo epo mi lezi ne ameke to ni zirudu a o so ene evo. Sinon, c'est les élections qui nous dira effectivement s'il y aura changement ou pas. Le changement, maître mot de la quasi-totalité des intervenants, on le veut, en toute stabilité, disent-ils. Actuellement au Togo, il y a trop de problèmes. Tellement trop de problèmes. Exemple, je suis émidaman. Alors que j'ai appris quelque chose. Banalement, je fais 17 à 18 ans dans Zémidian. Dans une vie. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Donc, ce que nous attendons de futurs présidents, l'emploi des jeunes, principalement l'emploi des jeunes. Et puis,
les droits des citoyens. Nous que nous avons l'Afrique. Oui, le changement. La paix, oui, et la stabilité, la communion fraternelle. Personnellement, je veux un candidat de l'alternance. Élection, oui, mais ici, on se montre un peu démotivé. Sans vous mentir, nous on est fatigués. Tous les jours, on vote, mais au finish, ça. Aux élections actuellement au Togo, là, bon, je ne vois pas grand-chose. Vendeur de fortune, lui, il sait quand même qu'il y a une élection au Togo, mais combien de candidats en liste? Aucune idée. Oui, je sais qu'il y aura élection. 2 non. Ouais. Non, j'ai pas d'informations concernant l'élection, j'ai pas d'informations. Nombre de candidats en liste, ces jeunes élèves en classe de 4e et première n'en savent pas elles aussi grande chose. Cette dame n'a elle aussi aucune idée des candidats. Mais son seul souci, c'est qu'il y a de mieux. Fatigué de son balai et le chômage de ses enfants. Qui des 7 candidats aura le choix du peuple? C'est en réalité aux urnes de le dire le 22 février prochain. Dans l'ordre et dans le désordre. Voilà, 7 candidats en lice. Oui. Je reviens sur ça d'abord avant d'aller dans les détails. Est-ce que c'est trop ou bien est-ce que c'est bon pour la... Écoutez, pour la démocratie, le nombre de candidats, c'est bien. Ça veut dire que plusieurs projets de société vont être proposés aux populations et à la population de choisir celui qui lui convient le mieux. Non? Moi, je pense que le nombre, c'est bien. Qu'il y ait 10 candidats, ou 9, ou 7, comme c'est le cas. Non, c'est une bonne chose pour la démocratie. C'est cela. Alors, venons-en au contenu. Votre réaction par rapport à ce que vous avez pu écouter? Moi, j'ai écouté jusqu'à la fin, paix, paix, paix. Tout le monde veut que ça se passe dans la paix. C'est le maître mot, c'est notre bien le plus précieux. Et je crois que cette année, bon, soyons optimistes. Oui. Et habituellement, les élections sont précédées par des grèves du corps médical, des grèves du corps enseignant, etc. Cette année, on n'a pas vu ça. Tout s'annonce bien, tout s'annonce paisiblement. Il est vrai que le calme peut toujours cacher la tempête, mais nous pensons que par la grâce de Dieu, les élections cette année vont être paisibles et peut-être pas suffisamment contestées comme par le passé. Voilà mon premier sentiment. Oui, alors autre indication dans le reportage, la notion du changement et d'alternance. Bon, ça dépend de quel côté vous vous placez. Moi, j'ai eu la chance dans mon jeune âge d'aller au lycée Bonnecarrère. Il y avait encore des professeurs de latin là-bas. Alter, M. Wilson, ça veut dire autre. Autre, oui. En 2005, le président Eyadema ayant été emporté, étant retourné à ses ancêtres, nous avons eu un autre président. Nous sommes dans l'alternance. Dans le même système. Nous sommes dans l'alternance. Oui. Dans le même système, c'était toujours... Écoutez, la 5e République, si vous prenez depuis les De Gaulle, les Chirac, les Sarkozy, c'est le même système. Ils ne se sont jamais plaints. L'autre parti se bat. Et le jour où c'est son tour, en 81, tout à coup, nous avons vu le Parti socialiste venir prendre la place de la droite française. C'est comme ça qu'on fait. Le même système, il n'y a pas une mesure. La Constitution n'a pas prévu qu'au bout d'un certain nombre d'années, tel système doit partir pour que tel autre. Ce n'est pas comme ça. Vous créez un parti, c'est pour conquérir le pouvoir, l'exercer et le conserver. C'est ça. Pas contre vents et marées, quand même. Les vents et marées, c'est le peuple qui le dit. Nous allons encore aller le 22 février. Le peuple nous dira si c'était des vents ou des marées. Le peuple dira, bon, de tout ce que j'ai vu, j'ai entendu, je choisis celui-ci. À condition que tout soit clair, la transparence et la crédibilité. Mais bien sûr, tout a été mis en place. Nous sortons de plusieurs années de lutte. Depuis les années 90, mais avant cela, il y avait déjà eu d'autres tentatives. L'opposition a gagné du terrain. Beaucoup de choses ont été faites dans ce pays, il faut être honnête. Si nous en sommes aujourd'hui à dire que l'élection va être à 2 tours et que chaque candidat qui va gagner sait qu'il a un maximum de 2 fois 5, mais c'est acquis de haute lutte, ça. Si nous votons désormais avec le bulletin unique, vous vous rappelez quand nous étions dans la salle de la conférence nationale, on disait bulletin unique ou la mort. Parce que c'était nouveau. Avant, on votait avec plusieurs bulletins.
je vous dis que j'ai cet avantage sur vous par rapport à mon âge et ma position de sage. Dans ce pays, moi, j'ai vu des élections avec 2 bulletins. Et dans mon village, on connaît les quartiers appelés papier blanc, c'est le CUT, et les quartiers appelés papier rouge, c'est le progrès. Avant, quand vous alliez dans les bureaux de vote, c'était ça. Vous choisissez deux bulletins, et puis vous allez dans l'isoloir et vous mettez celui que vous voyez. Tout ça a progressé au bout de un certain nombre de luttes, de revendications, de recul et d'avancées. Aujourd'hui, nous avons maintenant le bulletin unique. Donc, personne ne peut dire qu'on a triché l'autre. Tu mets ton doigt sur celui que tu as choisi. Beaucoup de progrès ont été réalisés, il faut le reconnaître. Donc, la transparence, elle est là. Dans chacun des bureaux de vote, chaque candidat aura son représentant. L'État fait même mieux que ça. L'État les prend en charge. L'État finance chacun des partis qui présentent un candidat pour que la lutte soit égale. C'est extraordinaire, ça. Moi, je suis au pouvoir et j'autorise mon gouvernement à vous donner de l'argent pour que vous me combattiez. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Oui, ici les moyens étaient les mêmes chez tout le monde, parce que tout à l'heure, on verra la campagne, elle est dans ses premiers jours. Écoutez, quand ça va entrer dans sa phase décisive, oui. Quand vous allez à une compétition, quand vous vous préparez, n'attendez pas que l'État crée une loi pour appauvrir votre adversaire avant que vous n'y alliez. Il faut vous préparer. Vous vous préparez, vous voulez la chaise suprême dans ce pays. Bon, écoutez, vous préparez à ça. Sauf que faut pas attendre les mêmes moyens, n'est-ce pas, ayez l'ambition de vos moyens. Vous n'avez pas les moyens, vous voulez être président de la République et lutter contre 4 ou 5 autres qui ont plus de moyens que vous. Non, mais dès l'instant que vous acceptez que le corps médical vienne vous examiner, que la Cour constitutionnelle valide, ça veut dire que vous vous êtes préparé. Moi, c'est comme ça que je vois. Sauf qu'il n'y a pas un seuil fixé pour les dépenses en matière de campagne électorale. Si, je pense qu'il y en a un, je ne peux pas le citer. Ouais. Et en principe, la Cour constitutionnelle est chargée de voir si quelqu'un n'a pas exagérément dépassé ce taux-là. En Europe aussi, je pense que ça existe. L'UNIR a l'avantage, n'est-ce pas, des moyens de l'État. C'est ce que je vous dis. Vous m'avez rappelé tout à l'heure que ça fait 15 ans que le président... Alors, quand viennent les élections, qu'est-ce que vous voulez? Qu'une loi le dépouille de ce qu'il a pour que tout le monde commence à zéro? Non. Vous avez forcément un petit avantage parce que vous êtes aux affaires. C'est comme ça. Et donc le jeu n'est pas clair. Enfin, le jeu est faussé dès le départ. Comment? Écoutez, on me dit, vous utilisez les moyens de l'État. Non, mais la loi n'a pas prévu que lorsque Faure Gnassingbé devient candidat, il arrête d'être président. Non. Dans certains pays, ça existe. Ça se fait, oui. Bon, chez nous, ce n'est pas le cas. Oui. On s'en tient à ce que disent les textes chez nous. Je sais qu'il y a un candidat qui est pharmacien. On ne va pas lui dire, le jour où tu as dit que tu es candidat, sors de ta pharmacie. On ne va pas lui dire ça. Le professeur Oulou est professeur à l'université. On ne va pas lui dire d'arrêter d'être professeur. Chacun d'eux garde sa fonction qu'il a. Eh bien, Faure Gnassingbé est président en exercice. Très bien. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf encore à proposer, n'est-ce pas, au cours de cette campagne? Tout ce que vous avez vu et que vous avez certainement apprécié sera augmenté. Selon la vieille formule que vous connaissez, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Si vous avez vu du progrès dans le domaine de l'électrification du pays, nous avons un vaste programme d'électrification en utilisant de plus en plus l'énergie propre. L'éolienne, mais surtout la photovoltaïque, parce que le soleil, nous en avons à revendre. Si vous avez vu quelque chose fait pour les élèves, nous allons faire mieux. L'assurance des élèves, pour les protéger, ce qu'on assure, nous allons faire en sorte que même dans le coin le plus reculé, que les enfants n'aient plus de problème de faim. Vous venez à l'école, vous aurez un petit déjeuner, vous aurez votre déjeuner. Les cantines scolaires. Et c'est bien. Vous savez que ça retient beaucoup les enfants à l'école. Eh bien, ça aussi, ça sera amélioré. Si dans le domaine de la santé, vous avez vu que la protection sociale augmente, bien, nous allons faire mieux. Nous allons aller vers l'INAM universel. Les fonctionnaires d'abord, les retraités, oui, le secteur informel. Le secteur informel, tout le monde, les agriculteurs, tout le monde sera pris en charge à condition d'apporter ta petite cotisation. Toi aussi, tu seras pris en charge dans le domaine de la santé. Alors, quoi de nouveau? Oui, là où nous sommes, nous faisons mieux. Voilà ce qui est nouveau.
Autre préoccupation, c'est Oui. au niveau. Le problème se pose souvent au niveau des proclamations des résultats. Oui. Habituellement, nous votons bien, on fait une campagne. Très bien. C'est pas souvent très émaillé de violence, Tout mais à c'est fait. lors de la proclamation. Et cette fois-ci, on souhaite que les résultats soient proclamés bureau de vote par bureau de vote. Et il y avait eu un refus à ce sujet. Il y a ce qu'on souhaite et il y a ce qui est permis. Il y a ce qu'on souhaite, proclamer les résultats bureau de vote par bureau de vote. Il y a ce qui est écrit dans les textes que nous avons adoptés ensemble. Le code électoral dit que les bureaux de vote envoient à la CELI locale et toutes les CELI envoient à la CENI. Et c'est la CENI qui proclame le résultat provisoire. Pourquoi vous voulez que ce qui est écrit, on fasse différemment? Les mêmes adversaires vont dire « Ah, vous avez tordu le cou au texte ». Nous faisons exactement ce qui est écrit dans les textes, dans le code électoral. Je vous rappelle que c'est après l'accord politique global, l'APG, que ce code électoral a été adopté de façon consensuelle. Tant qu'on n'a pas changé le code électoral, on ne peut pas choisir dedans certains domaines et dire on change. Non, je ne pense pas qu'on proclame les résultats bureau de vote par bureau de vote. Nous ferons ce qui est écrit dans les textes. La question des droits de l'homme aussi est préoccupante. Oui. Est-ce qu'il y a eu des avancées qui sont faites en la matière? Vous savez que pour ce qui concerne les droits de l'homme, on ne peut pas nous en apprendre à nous Togolais. C'est en 69 que de façon volontaire, sans que personne... 89. Oui. Que sans que personne l'ait forcé, le président Yadema a créé la CNDH. Et quand il a créé la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, il a donné à diriger par un avocat célèbre de notre pays, Apollinaire Agoïbon, qui n'était pas très... yadémaïste, vous savez. Pourtant, adversaire politique, mais c'est à lui qu'il a confié ça. Et depuis, ma foi, la Commission nationale des droits de l'homme a fait son chemin. Nous avons au gouvernement un ministre chargé uniquement des droits de l'homme. On fait du mieux qu'on peut. Ce n'est peut-être pas parfait, mais chaque jour qui passe, nous améliorons ce qui existe. Les réformes aussi. On vient de les faire. Les réformes constitutionnelles, institutionnelles, on vient de les faire. L'opposition a crié Urbi et Torbi, il faut qu'on modifie la Constitution. On l'a modifiée. Il faut qu'on recompose la Cour constitutionnelle. On l'a fait. Les réformes constitutionnelles et institutionnelles ont été faites et c'est bien pourquoi nous avons 7 candidats au total. Les 6 candidats qui viennent à la compétition ont tous considéré que tout ce qui avait été réclamé a été fait. Parlons de la campagne maintenant. Oui, cher ami, parlons de la campagne. Oui, 3e jour de campagne. Oui. Où est-ce que Uni en est pour... Écoutez, aujourd'hui, quand je dis nous sommes vendredi, n'est-ce pas? En principe, notre candidat à nous va faire 3 meetings aujourd'hui. Un à Ketao, dans l'Abina, un à Niamtougou, dans Doufelgou, et un 3e à Kanté. Ça, c'est ce que je peux vous dire pour ce qui concerne notre candidat. La campagne a commencé, tout doucettement, vous savez, au Togo, on connaît tout ça. Voilà. Au début, on ménage ses effets, on ménage ses ressources, mais la 2e semaine, vous allez voir, nous allons secouer ce pays. Avec de grands moyens. Bon, en tout cas, ceux qui nous permettront de gagner. Parce que quand nous allons à une compétition, nous donnons les moyens de gagner. On ne va pas pour s'amuser. C'est ça. Voilà. Oui, on peut aussi perdre. Hein. Tout à fait. Bon, le meilleur gagnera. Oui, comme quelqu'un l'a dit. Le meilleur gagnera. Dans le reportage. C'est comme ça, c'est la formule consacrée. Oui. Hein, nous nous battons tous, chacun de nous sort ses arguments et ses moyens. Et, ma foi, le meilleur gagnera. Et en général, il y a une psychose qui s'empare de l'opinion en cette période électorale. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les rassurer? Oui, on sait que il y a des violences post-électorales. Non, je pense que, comme je vous l'ai dit, cette année, en tout cas, nous sommes des croyants. Et je pense que Dieu fera qu'il n'y aura pas ce genre d'agitation. Parce que les autres campagnes, je me rappelle bien, ou bien ce sont les enseignants qui boudent, qui sont en grève avec les élèves, ou bien ce sont les infirmiers, le corps médical. Mais cette année... Non, ce n'est pas en lien avec la période électorale, hein. Ça c'est autre chose, c'est la revendication corporative. Je sais, mais habituellement, quand viennent les élections, c'est justement le syndicat choisit ce moment pour faire la pression. Mais cette année, on n'a pas assisté à ça. Tout se fait de façon calme. Je pense que nous n'aurons pas de troubles post-électoraux. Nous ne le souhaiterons pas et par la grâce de Dieu, nous ne les aurons pas. Donc une campagne largement ouverte où la compétition... Tout le monde pourra aller où il veut. On nous signale qu'il y a quelques obstructions dans certaines parties du pays. Mais vous savez bien que c'est faux.
On a entendu que Agbeyome a été empêché de faire campagne à Niamtougou, je ne sais pas, en tout cas dans le nord là-bas. Oui. Et Agbeyome est encore à Lomé. On a parlé du cas de l'ANC. Comment peut-il être à Lomé et faire campagne dans le nord et qu'on l'empêche? Donc, non, il peut envoyer une équipe faire ça. Je me méfie de ce que WhatsApp dit, vous savez. Vous savez, les réseaux sociaux, il y a du fake. Ce n'est pas tout qui est faux quand même. Il y a du fake aussi, beaucoup. Non. Et là, tout le monde a entendu. Et Jean-Pierre Fabre dit qu'il monte à Saint-Cassé. Oui. Il va commencer sa campagne là-bas et descendre. Non, tout le monde pourra faire campagne partout, vendre son projet de société et courtiser les électeurs. Et donc, il y a la sécurité garantie pour tout le monde d'aller sur le terrain. Plus de 9 000 à 10 000 membres des forces armées sont à la disposition. Il y aura à peu près 9 000 bureaux de vote aussi d'ailleurs, n'est-ce pas? Donc, il y aura les forces armées pour garantir que tout le monde va où il veut. Et que surtout, pendant cette période-là, nous n'avons pas l'adversaire de l'extérieur qui vienne nous troubler. Parce qu'il y a ça aussi. Certaines fois, les gens se plaignent, oh, il y a trop de militaires dans la rue, etc. Je dis non. Quand tu n'as rien fait, pourquoi tu vas avoir peur du policier? Si tu as vraiment la conscience tranquille, tu n'as pas à avoir peur du policier. Le policier est là pour assurer la sécurité de tout le monde. Nous sommes dans un environnement un peu délicat. Il y a des problèmes au Burkina, il y en a au Niger, il y en a au Mali. Tant que c'est là-bas, nous sommes contents, mais vous savez, hein, on ne sait jamais comment, d'où la surprise va venir. Donc des mesures sont aussi prises à ce niveau pour garantir la sécurité et la circulation. Les forces armées ne font que ça. Les forces armées ne font que ça et sont en état de veille pour que les élections se passent dans de très bonnes conditions. Alors, est-ce que les candidats ont des cadres rapprochés, en tout cas une sécurité rapprochée pour les candidats? Non, je ne pense pas qu'on ait donné une garde rapprochée à chaque candidat. Quand tu vas à une élection, tu prends ce genre de dispositions-là. Les forces armées, c'est pour couvrir tous les territoires et garantir une paix globale. Mais je ne pense pas que les textes aient prévu que dès que quelqu'un se déclare candidat, on lui envoie des militaires chez lui. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Très bien. Et la campagne va battre son plein dans la deuxième semaine. Ça va commencer tout doucement. Oui. Je dis, tout le monde ménage, tout le monde regarde ce que fait l'adversaire. C'est comme quand on va sur une arène de lutte. Hein. Vous passez votre premier temps à regarder comment l'adversaire est avant de l'empoigner. Mais c'est ça. La première semaine sera calme, mais dès la deuxième semaine, et au fur et à mesure que nous allons approcher de la clôture de la campagne, vous allez voir de l'agitation. Le point de chute, c'est souvent Lomé, la capitale. Puisque c'est là-bas que la population est la plus grande. Sur les 7 millions d'habitants que nous sommes, il doit y avoir au moins 1,5 million à Lomé. Alors vous comprenez bien que tous les états-majors ont fait leurs calculs. Hein. Si tu gagnes beaucoup de voix à Lomé, mais ma foi, ça te donne de la chance. Et il y a aussi les fiefs. Hein. Oui, c'est sûr. Oui. C'est sûr que chacun d'eux sait où il doit mettre l'effort pour convaincre. Si c'est la base, bon, disons que c'est déjà gagné. On retourne là-bas pour rappeler. Mais c'est surtout là où il y a le point faible. Là où vous savez qu'on ne vous a pas bien compris, c'est là-bas qu'il faut aller encore expliquer le programme. C'est comme ça. Et quels sont les points faibles et les points forts de l'UNI? Nous sommes partout. Nous sommes partout. Je vous donne comme exemple tout simplement les dernières élections locales. Quand nous avons voulu aller aux élections locales, sur les 117 mairies possibles, il n'y a guère que 5 ou 6 que nous avons vraiment laissé de côté pour dire non, nous allons aider des partenaires à gagner là-bas. Mais nous avons remporté plus de 100 mairies sur les 117. Donc, unir est partout, de Saint-Cassé jusque dans les lacs. Dans les lacs, au compte, bien, vous connaissez le maire de Daneho. Si vous ne le connaissez pas, je vous le rappelle. Maître Akerebourou Alexis, qui est l'ancien bâtonnier des avocats, c'est lui qui est le maire d'Aneho. C'est un maire. Du comité des sages, du mouvement des sages. Il est uni. Et il est l'un des vice-délégués, des délégués adjoints. Je connais bien Maître Akerebourou. C'est pour vous dire que unir est dans les lacs. Ok. Rencontre échange, nous parlons de la campagne électorale. Professeur Charles Kondi Agba du mouvement des sages de l'UNIR est mon invité. Alors, peut-être un message, un mot à vos militants et à l'ensemble du peuple. Hein. Bon. Je ne vais pas donner un message au peuple. Je n'ai pas cette hauteur-là. Oui. Je suis un citoyen comme tout le monde. Vous m'avez invité, je vous remercie. Nous souhaitons ensemble que cette compétition soit la plus loyale possible.
qu'il n'y ait pas de tricherie, qu'il n'y ait pas que personne ne piétine l'autre. Expliquez votre programme, allez courtiser le peuple lui-même va choisir celui qu'il veut. Et dès le lendemain des élections, nous sommes à nouveau ensemble. J'ai l'habitude de dire ça. Vous savez, parmi les candidats, j'en connais beaucoup. Maître Tchassona est mon notaire, j'ai déjà traité des choses avec lui. Le Oulu est mon collègue professeur. Agboyome Kodjo, nous avons été au gouvernement. Il était Premier ministre en 2008, j'étais au gouvernement. Je connais beaucoup. Après les élections, nous retrouvons nos relations de Togolais. Donc, on va à une compétition, c'est vrai. Nous professons des idées différentes. Chacun de nous a sa façon de gouverner ce pays-ci. Dieu lui donne cette possibilité. Mais dès le lendemain de l'élection, nous sommes frères, nous sommes Togolais. On va faire en sorte de garder cette entente-là. C'est ça, pour le vivre ensemble, n'est-ce pas? Absolument, absolument, oui. Je n'ai pas envie de vous demander votre pronostic. Est-ce que c'est au premier ou au deuxième tour? Je connais déjà la réponse. Bon, alors, dans ce cas, je ne m'avance pas non plus. Comme vous la connaissez, ça va. Merci, professeur Chakondi Agba. Merci d'être venu. Je vous répète que je suis toujours très bien reçu ici. Et si l'occasion se présente et que vous m'invitez, je reviendrai. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On souhaite bonne chance Absolument. à votre formation. Vous avez, oui, allez. Et bonne campagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sûrement que nous aurons d'autres sons de cloche la semaine prochaine dans la foulée de cette campagne électorale qui vient de commencer pour la présidentielle de cette année, dont le premier tour a lieu le 22 février. Comme l'a dit le professeur, vivement que cette élection se passe bien dans la paix et dans la stabilité. Et qu'au lendemain du 22 février, nous serons toujours comme des Togolais, n'est-ce pas? Tout à fait. Merci, professeur. Merci beaucoup, M. Wilson. C'est la fin de ce numéro de Rencontre et Échange. Retour la semaine prochaine pour d'autres réflexions. Au revoir et à très vite.